L'exercice qui nous est proposé ici est un exercice dont l'énoncé est particulièrement court, et pourtant il ne faut pas s'y tromper, ça n'est pas un exercice facile. Alors, il est vrai qu'en première année, il va être particulièrement difficile, du moins à aborder. Après, en deuxième année, une fois que vous aurez dans tête ce qu'on appelle l'énoncé du premier principe en méthode différentielle, ce sera peut-être un tout petit peu plus facile. Mais bon, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut adapter les outils qu'on connaît déjà pour obtenir les résultats qui sont voulus ici. Alors, on vous propose, on va essayer de simplifier au maximum le système. On vous dit, voilà, on a un calorimètre, donc un système qui, a priori, est thermiquement isolé de l'extérieur. C'est normalement le but d'un calorimètre. Et dans ce calorimètre, on fait circuler un liquide qui rentre à une température T entrée et qui ressort à une température T qui vaut en fait la température du calorimètre. C'est-à-dire que lors de l'évolution, lors du passage dans le calorimètre va fournir un certain transfert thermique au liquide et la température du liquide va changer. Là en particulier, le liquide c'est un liquide de refroidissement, donc le calorimètre lui a une température plutôt élevée, la température du calorimètre va baisser, la température du liquide va augmenter et normalement il passe suffisamment de temps dans le calorimètre pour que en sortie vous ayez la température du calorimètre. Alors, on pourrait se dire, on va essayer de déterminer la température en tout point ici pour essayer de voir comment est-ce que ça se comporte et puis suivre un petit bout de fluide au fur et à mesure et on va voir, ça ne va pas forcément être la bonne idée. On va plutôt juste s'intéresser à ce qui se passe en entrée et en sortie du calorimètre. Donc, on a un calorimètre, on vous dit que ce calorimètre a une masse en eau de 200 grammes, donc on va pouvoir noter que la capacité calorifique du calorimètre, c'est sa masse en eau fois la capacité calorifique de l'eau, où ce mu vaut les 200 grammes qui sont indiqués dans l'énoncé. Et puis on a un débit massique qu'on va appeler dm, le débit massique du liquide, qui est de 1 g par seconde. Donc il y a 1 g de liquide qui passe dans le calorimètre à chaque seconde. 1 g qui rentre chaque seconde et 1 g qui sort chaque seconde. Initialement, la température du calorimètre vaut T1 qui est de 95 degrés Celsius et au bout de 5 minutes, on a une température T2 qui vaut 70,8 degrés Celsius après un delta T qui est égal à 5 minutes. Bon. Et à partir de ça, on est censé pouvoir déterminer la capacité calorifique du liquide qui est en train de passer à l'intérieur, sachant que si on nous demande, vraisemblablement, ça ne va pas être de l'eau, et donc on ne va pas avoir exactement la capacité calorifique de l'eau de 4,18 kJ par kilo par Kelvin, une valeur que vous devez connaître et qui n'est d'ailleurs pas rappelée dans l'énoncé. Alors, quelle est l'idée qui va se cacher derrière? Parce que là, on a quasiment tout dit. Il faut se poser la question, quel est le système qu'on va considérer? Et pour ce système, quelle est l'évolution? Alors déjà, l'évolution. L'évolution, ce sera peut-être plus simple. L'évolution, elle n'est pas isotherme. Parce que, quel que soit le système, votre liquide rentre à une température TE, il sort à une température T. Donc, lors de son passage, il y a une évolution. Et le calorimètre lui-même, au cours du temps, voit sa température qui va diminuer. Donc, on ne peut pas dire que l'évolution est isotherme. Une évolution isochore, pourquoi pas, puisqu'on n'a que des phases condensées, donc on pourrait dire que c'est isochore. Mais ce qui est absolument inattaquable, c'est le fait que l'évolution soit isobare, étant donné que vous êtes en contact de votre calorimètre avec la pression atmosphérique. Donc on va dire qu'on a une évolution isobare, donc quel que soit le système que l'on considère, on pourra dire que la variation d'enthalpie de ce système, c'est égal au transfert thermique reçu par ce système. C'est l'expression du premier principe lors d'une évolution isobare et en fonction de la fonction enthalpie. Alors, comment bien choisir ce système? Deuxième question, on va se dire, si on va prendre un système pour lequel le transfert thermique est nul, c'est-à-dire il nous faut un système qui soit bien isolé de l'extérieur. Ça tombe bien, le calorimètre, lui, est par définition isolé de l'extérieur. Isolé de l'extérieur, oui, mais il est en contact avec le liquide qui est ici à l'intérieur. Je vais refaire un petit dessin. Dans votre calorimètre, on va prendre comme système initial le liquide qui est à l'intérieur du calorimètre. Bien sûr, on prend aussi le calorimètre.
notre système, et le liquide qui, pendant un intervalle de temps d'été, va rentrer à l'intérieur du calorimètre. Donc ça, c'est à l'instant T, on prend ça avec la portion de liquide qui rentre dans le calorimètre pendant d'été. Vous voyez que là, je me rapproche un petit peu de la démonstration qui est faite du premier principe en écoulement stationnaire. Donc j'essaye de reprendre quelque chose qui devrait avoir une bonne tête de ce point de vue. Alors, si maintenant, donc ça c'est quand je regarde à l'instant t, si je regarde à un instant t plus dt, on va dire que j'ai cette fois-ci mon système en bleu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans mon système, j'ai toujours le calorimètre, ça bouge pas. J'ai le calorimètre, mais pendant cet instant d'été, il y a cette partie-là qui est rentrée dans le calorimètre, et bien sûr, il y en a une partie qui est sortie. Étant donné que vous avez un flux constant de votre liquide, que votre liquide est incompressible, il va pas s'accumuler à l'intérieur du calorimètre, et donc il continue à avancer, et vous avez une partie du liquide, comme ça, qui va ressortir. Et je vais prendre mon système, sigma, ça va être le calorimètre, plus le liquide dans les frontières. Donc la frontière rouge AT ou bleu AT plus DT. Alors pourquoi prendre ce liquide en particulier? J'affirme que ce liquide, enfin ce système-là, dans son ensemble, a une évolution adiabatique. Alors certes, le liquide reçoit un transfert thermique de la part du calorimètre. Le calorimètre reçoit l'opposé de ce transfert thermique-là, mais ça c'est interne au système. Après, ce qu'ils font avec leur énergie, c'est leur problème. En revanche, de l'extérieur, le calorimètre lui-même est isolé par définition d'un calorimètre de l'extérieur. Ça c'est si vous avez un calorimètre de bonne qualité, c'est le but normalement. Il ne reste plus qu'à se dire, est-ce que le bout de liquide qui est là a pu recevoir un transfert thermique? Le seul endroit où il aurait pu recevoir un transfert thermique, c'est via cette interface-là, AT, et via cette interface-là, AT plus DT. Or, le liquide qui est avant, ici, vous êtes à la température T d'entrée, mais le liquide qui est juste derrière et qui va vous pousser à l'intérieur du calorimètre, lui aussi, il est à la température T d'entrée. À partir du moment où vous avez deux systèmes en contact et que ces deux systèmes sont à la même température, il n'y a pas de transfert thermique entre les deux. Les transferts thermiques sont dus à une différence de température que vous auriez entre les deux. De la même manière, là vous avez la température T de sortie et puis le liquide qui est passé devant, il est aussi à la température T de sortie. Donc, il n'y aura pas non plus de transfert thermique à cet endroit-là. Donc, on va pouvoir dire que pour l'ensemble de ce système, la variation d'enthalpie va être égale au transfert thermique reçu, c'est-à-dire à 0, parce que on a des parois adiabatiques et les endroits où c'est pas adiabatique, la différence de température est nulle ou alors vraiment minime si tant est qu'il y ait une petite différence de température à cet endroit-là. Donc on a cette variation. Maintenant j'utilise l'extensivité de l'enthalpie. Je dis que la variation d'enthalpie, qui du coup est nulle de mon système dans son ensemble, c'est la variation d'enthalpie du calorimètre plus la variation d'enthalpie du liquide. Alors, je vais tout de suite tordre le cou à la variation d'enthalpie du liquide. Là, vous voyez, ça ressemble énormément à ce qu'on a fait pour le premier principe en régime stationnaire. Et effectivement, quand vous regardez, vous avez une certaine enthalpie là-dedans. Là, vous avez une masse dm de flux de liquide qui va rentrer dans le calorimètre. Et par définition, comme vous avez un débit massique grand dm comme ça, si vous multipliez par le temps sur lequel vous regardez, vous obtenez la masse qui est passée par là pendant cet intervalle de temps. Donc ce dm, c'est grand dm fois dt. Et de l'autre côté, j'ai le même dm qui ressort, étant donné que mon fluide est incompressible. Donc ce que j'ai fait rentrer d'un côté doit ressortir de l'autre côté automatiquement. Donc ça, c'est une première chose. J'ai une masse dm qui se balade. Et là, dans la partie qui est au milieu, en fait,
entre le début et la fin de l'évolution, c'est pas le même liquide qui est à cet endroit-là, mais au même point, j'ai la même température, la même pression, la même masse volumique, enfin toutes les mêmes caractéristiques, ce qui veut dire que je dois forcément avoir la même enthalpie correspondante pour ce bout-là. Donc la seule raison qu'il y ait une variation d'enthalpie, c'est que là j'avais une masse dm à l'extérieur qui était à la température TE, et je me retrouve à la fin avec la même masse dm qui est ressortie à la température T. C'est pas le même liquide, mais c'est la même masse de liquide avec le même type de liquide, le même matériau si vous voulez. Donc c'est pas exactement les mêmes molécules, mais c'est le même matériau. Et c'est comme si vous aviez téléporté dm d'une température TE à une température T. D'où la variation d'enthalpie du liquide, delta H du liquide, ça va être la masse qu'on a changé de température, fois la capacité calorifique petit c du liquide que l'on recherche, fois la différence de température, donc la température de sortie, moins la température d'entrée. C'est comme si vous aviez échauffé une masse dm pour la faire passer de TE jusqu'à T. Voilà, donc là j'ai mon premier bout. Le deuxième bout, le calorimètre, il a une capacité calorifique, une capacité thermique C calo, et donc sa variation d'enthalpie, c'est la capacité thermique que multiplie la variation, capacité thermique normalement à pression constante, mais comme c'est une phase condensée, ça change pas grand-chose, la capacité thermique que multiplie la différence de température, et la différence de température c'est quoi? C'est la température à la fin, moins la température au début. Lui, le calorimètre, il est uniformément à cette température-là, ou du moins c'est l'hypothèse, parce que bien sûr la zone qui va être proche ici va certainement être une température légèrement plus faible que les zones éloignées, mais on va supposer que ça s'uniformise relativement rapidement, sinon il faudrait faire dans le détail, mais ça va revenir au même en regardant les interactions entre petits bouts de calorimètre et petits bouts de calorimètre qui suit. Donc on a une variation de l'enthalpie qui s'écrit comme la variation de température entre T et T plus dt. Bon, alors là, maintenant que j'ai ça et que je sais que cette variation d'enthalpie c'est égal à 0 parce que c'est égal au transfert thermique qui est nul, j'ai a priori tout ce dont j'ai besoin pour essayer de trouver l'équation différentielle en fait qui va être vérifiée par la température. Parce que oui, c'est une équation différentielle qui se cache ici. Quand vous regardez ce petit truc-là, vous savez que le cours de maths vous dit que si j'ai une fonction une fois dérivable, au moins une fois dérivable, j'ai que t en t plus dt, c'est la valeur à l'instant t, plus la dérivée au cours du temps, multipliée par l'intervalle de temps entre les deux, donc multiplié par le dt. Résultat, ce truc-là, quand je fais la différence, ça me donne la dérivée de la température par rapport au temps, la vitesse de variation de température, multipliée par l'intervalle de temps. Et ça me dit bien de combien de degrés j'augmente par seconde, multiplié par le temps qu'il m'a fallu pour faire ma petite expérience de pensée. Bon, maintenant il ne me reste plus qu'à réécrire cette équation-là en entier. J'ai mu CO fois dt sur dt, alors là c'est important de bien différencier vos t majuscules de vos t minuscules, fois dt minuscule, plus le dm, alors le dm je vais tout de suite le remplacer par grand dm fois dt, multiplié par c, multiplié par la température, on va dire à l'instant t ou à l'instant t plus dt au premier ordre, ce sera pareil, moins la température d'entrée. Et tout ça, c'est censé être égal à 0. Vous voyez que les dt, je peux diviser par dt à droite et à gauche, 0 divisé par dt, ça me donne toujours 0. Et j'obtiens une équation différentielle que je peux réécrire sous la forme mu CO sur dm c fois la dérivée de la température par rapport au temps, plus la température qui est égale à TE. Donc là, j'ai mon équation différentielle vérifiée par la température. On me dirait que j'ai toujours pas répondu à la question, mais ça va venir très rapidement, puisque là, vous voyez que moi, ce qui m'intéresse, c'est ce petit C là. Ce truc là, tout ça, je peux l'appeler taux.
Alors pourquoi taux? Tout simplement par homogénéité, c'est un temps, il faut une température divisée par un temps, et donc c'est bien homogène à une température. Et là, vous reconnaissez une équation différentielle du premier ordre, un coefficient constant, et ça s'intègre quasiment les yeux fermés. La température à T égale 0, c'était T1. Et ensuite, on cherchera qu'est-ce qui se passe à T2, pour l'instant à delta T plus tard. Donc la température au cours du temps, c'est la température qu'on cherche à avoir, parce que finalement le calorimètre, si on laisse passer le liquide suffisamment longtemps, il finira par avoir la température du liquide, multiplié par 1 moins exponentielle moins T sur taux. Plus T1 exponentielle moins T sur taux. Alors, est-ce que ça a la bonne tête? Donc, à T égale 0, ce terme-là est nul, ce terme-là vaut 1, j'ai bien T1. Et quand T tend vers l'infini, j'ai que ça tend vers le second membre qui est ici, parce que j'ai mis un 1 devant T, et donc c'est bien ma solution particulière constante. Et puis, j'ai bien que ça s'écrit solution particulière constante plus quelque chose, soit exponentielle moins T sur taux, avec taux, le machin qui est ici. Donc taux, finalement, c'est ce qu'on cherche. Plus exactement, moi, ce qui m'intéresse, c'est petit c. Donc si taux s'écrit mu CO sur dmc, j'ai que c, il s'écrit mu sur dm taux, le C de l'eau. Vous voyez que C il est homogène à C de l'eau, et mu c'est une masse, c'est dm fois taux, c'est un débit massique fois un temps, donc c'est bien une masse aussi, tout va bien. Et donc si j'ai l'expression de taux, je peux avoir, en termes de mesure, je peux avoir ce qui se passe ici. J'ai cette expression-là, elle dépend de T1, elle ne dépend pas encore de T2. Je peux simplement dire que T à l'instant, enfin après ces 5 minutes, c'est égal à T2. Et donc ça sera égal à TE, je vais peut-être le mettre sous la forme T1 moins TE, exponentielle moins delta T sur taux. Cette fois-ci, il me faut isoler le taux. Vous voyez que le TE, je peux le passer de l'autre côté. Donc je me retrouve avec du T2 moins TE sur T1 moins TE, qui est égal à mon exponentielle moins delta T sur taux. Je prends le log de ce machin-là, ça me donne du moins delta T sur taux. Donc finalement, alors ce qui m'intéresse, ça va être du 1 sur taux. Donc finalement, 1 sur taux, je vous laisse vérifier les calculs, mais ça devrait me donner du 1 sur moins delta T, ln, du rapport T2 moins TE sur T1 moins TE. Voilà, je le remplace là-dedans, et puis vous voyez qu'il ne reste plus qu'à faire l'application numérique. Et quand on fait l'application numérique, on trouve qu'on a à peu près 1 kJ par kilo par Kelvin comme capacité thermique de ce liquide. Donc ça n'est effectivement pas de l'eau, puisqu'on devrait avoir du 4. C'est quand même un liquide relativement bien caloporteur, parce qu'il n'y a qu'un facteur 4 de différence avec l'eau. Alors que si vous prenez un métal, par exemple, la capacité thermique sera plutôt de l'ordre de 0,4 kJ par kilo par Kelvin. Voilà, donc là, ça nous a permis d'illustrer la méthode utilisée pour le régime stationnaire. Vous voyez qu'en découpant notre système, il faut toujours appliquer ça sur des systèmes fermés. Donc là, c'était bien un système fermé, mais qui se déplace un petit peu. Et donc, une partie seulement change de température. Et finalement, la variation d'enthalpie de votre système va correspondre à ce qui s'est déplacé, même s'il n'y a pas eu de téléportation. Du point de vue des calculs, c'est comme si ce bout-là s'était déplacé de l'autre côté.